Et maintenant, nous donnons la parole à notre secrétaire de séance, le professeur Jean-Pierre Rosenbaum, grand ophtalmologue, chirurgien ophtalmo. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, académiciens et académiciennes, chers amis, c'est avec plaisir que je vous fais le résumé de la séance précédente de la semaine dernière qui était consacrée aux communications libres. Alors cette séance a été ouverte bien sûr par le Président Albert-Claude Benamou qui a souligné l'importance de l'Académie nationale de chirurgie dans l'essor de la francophonie au travers des liens profonds qu'elle entretient avec les équipes chirurgicales à travers le monde. Il évoque également avec Henri Coudane et Jacques Beaulieu l'importance de la formation des chirurgiens étrangers dans les CHU et autres établissements qui, après être retournés dans leur pays d'origine, entretiennent des relations profondes et durables dans l'espace francophone. La première communication a été faite par Xavier Rio, Histoire de l'implantologie dentaire. L'histoire de l'implantologie dentaire est un long voyage qui commence à la préhistoire et se poursuit jusqu'à nos jours. La première prothèse retrouvée remonte à 7000 ans, dans l'Égypte antique, avec une inclusion d'un morceau d'os ou de bois entre deux dents. Les opérateurs n'ont pas manqué d'ingéniosité au cours des siècles, chez les Grecs, les Étrusques. Au Moyen-Âge, Aboul Cassis, en 950 à Cordoue, inclut des morceaux de dents en les ligaturant avec des fils d'or. En 1565, Pétronius emploie une plaque d'or. Au XVIIIe siècle, Pierre Fauchard, chirurgien de formation, publie le premier ouvrage sur la dentisterie. Le XXe siècle voit la démocratisation de l'implantologie moderne avec Bradmark, chirurgien suédois, qui développe l'ostéo-intégration et l'implant en titane. Ces développements n'ont toutefois pu se faire qu'avec les évolutions de spécialités connexes, l'anesthésie, la radiologie, l'étude des biomatériaux et des biocompatibilités. Question. Hubert Joannet, secrétaire général, et la Chine. J'ai oublié le point d'interrogation. La Chine a également une longue histoire dans ce domaine, mais l'auteur ne dispose pas d'éléments sur ce point. Alors je peux apporter une précision que j'ai lue dans Le Point cette semaine, c'est que ce sont les Chinois qui ont inventé la brosse à dents au XVe siècle. Voilà, bon, je me suis dit que ça pourrait apporter un éclairage. Alors, donc Pascal Richman a souligné l'importance des échanges interdisciplinaires et interroge sur l'analgésie. Il n'y a pas de protocole analgésique vraiment retrouvé dans l'histoire de l'implantologie. La deuxième communication a été faite par Gunness Teluk-Kumar de l'île Maurice. La chirurgie cardiaque à l'île Maurice, à Madagascar et au Botswana. La première chirurgie cardiaque fut réalisée à l'île Maurice en juin 1984. Elle fut suivie par de nombreuses interventions réalisées par des équipes étrangères de 1984 à 1993. Une centaine de patients étaient ainsi opérés chaque année. Devant le nombre croissant de patients, le gouvernement mauricien a décidé d'encourager une équipe locale à prendre le relais, et c'est ainsi qu'en juin 1998, le Cardiac Center a vu le jour avec une équipe mauricienne. L'activité au Cardiac Center a pris de l'ampleur avec un nombre croissant d'opérés, y compris pour des interventions complexes. Les Mauriciens ont eu moins recours au traitement à l'étranger. Le Cardiac Center dispose aujourd'hui de 50 lits, d'une équipe de 9 cardiologues, 5 chirurgiens, 5 anesthésistes, 4 perfusionnistes. 900 interventions sont réalisées chaque année, dont 730 pontages et 55 interventions valvulaires. De nombreux patients venant de Rodrigue, des Comores et de Madagascar sont accueillis dans le centre. L'équipe mauricienne a réalisé une première chirurgie cardiaque à Madagascar en juin 2008. Cette activité fut arrêtée du fait de conditions sociales difficiles sévissant à Madagascar. L'équipe est également intervenue au Botswana à partir de 2009. À noter que les valvulopathies y sont dominantes, alors que les coronaropathies dominent sur l'île Maurice, ce qui correspond au changement de mode de vie des Mauriciens au cours de ces dernières années. Question. Président Albert-Claude Benamou et la robotique, elle ne fait pas encore partie des projets locaux. Hubert Joannet, qui pratique la chirurgie interventionnelle, le cardiologue ou le chirurgien?
C'est le cardiologue qui a suivi toutefois une formation poussée en Inde. Je pose la question, qui assume le coût de ces chirurgies? C'est l'État mauricien qui assume une prise en charge complète de ces actes chirurgicaux. Acladius, shérif de Strasbourg, reconnaissance nationale de compétences pour la chirurgie des cancers gynécologiques. La cancérologie gynécologique est au carrefour de plusieurs disciplines et sa pratique impose une connaissance chirurgicale de l'ensemble de la région pelvienne. Il n'y a pas de parcours identifié en France pour la formation en chirurgie des cancers gynécologiques. Pour améliorer les prises en charge, la SFOG, la CNGOF, la SFCO et la SCGP, soutenues par le CNU de gynécologie obstétrique et d'Unicancer, se sont entendues pour matérialiser un parcours et l'attester par une reconnaissance de compétences établie par un jury national. Le comité est constitué de 10 membres représentant les 6 organismes. Il a permis, entre guillemets, l'élaboration d'une charte d'adhésion des services de formation, la détermination des acquis nécessaires pour la reconnaissance des compétences d'un candidat déjà en exercice, la proposition d'un cursus fléché pour la formation en chirurgie cancérologique gynécologique. Pour obtenir la reconnaissance de compétences, un candidat doit valider un logbook et remplir un cahier des charges comportant 4 volets: formation théorique et pratique, recherche et publication, enseignement et souscription à une démarche de formation continue en cancérologie. Remarque à distance de Bernard Cron qui soulève le problème de l'hyperspécialisation et de la formation en chirurgie lors de l'internat. Pascal Richman pose le problème des certifications ordinales et des reconnaissances de compétences. Albert-Claude Benamou insiste sur le rôle des sociétés savantes qui ont pour mission de structurer au sein de chaque discipline les compétences particulières dans la spécialité. Ensuite, la communication suivante a été faite par Luong Bun de Phnom Penh au Cambodge. Facteurs influençant la période de consolidation des fractures fémorales. L'étude présentée a été faite sur 88 cas de fractures fémorales chez des patients de 15 à 85 ans, survenus au tiers distal et au tiers moyen, et traités par clou rétrograde de Finnail. 57 fractures, 64%, ont consolidé en 6 mois. 41 patients ont eu un appui précoce avant le 15e jour post-opératoire et 16 patients ont eu un appui tardif. Parmi les patients qui ont eu un appui tardif, 5 patients seulement obtiennent une flexion du genou inférieure à 90 degrés. Cette limitation ne concerne qu'un patient mis en appui précoce. En conclusion, les jeunes patients ont consolidé plus rapidement que les personnes âgées. L'appui précoce n'est pas un facteur significatif de consolidation osseuse, mais semble diminuer les complications de raideur du membre inférieur. Remarque, Henri Coudane et Jacques Beaulieu ont souligné l'excellence de la chirurgie pratiquée dans le service du professeur Duong, ainsi que l'exemplarité de la formation réalisée en France, ainsi que le fort lien tissé qui unit le Cambodge et la France, et cela dans la francophonie. La communication suivante a été faite par Camus Emmanuel de Maubeuge, maladie de Kienbock, paradoxe et vraisemblance. La maladie de Kienbock a été décrite en 1910 par Robert Kienbock, radiologue autrichien, d'après une description radiologique d'ostéomalacie, parfois discutable. Elle est aujourd'hui définie comme une ostéonécrose aseptique du lunatome. Son évolution, souvent compliquée chez les jeunes de 17 à 77 ans. Le traitement proposé est l'ostéotomie d'accourcissement du radius. Cette proposition viendrait d'une publication antérieure de Ole Hulten, mais cette option chirurgicale était empirique dans la mesure où l'origine réelle de la pathologie n'était pas vraiment établie. Cette pathologie, dont l'origine est complexe, semble avoir des causes multiples, encore discutées, biologiques, cascade de coagulation ou mécanique, fracture. Les traitements proposés sont l'ostéotomie d'accourcissement du radius, mais aussi l'immobilisation. 2 paradoxes sont encore présents sur la scène scientifique. Une maladie décrite de façon imprécise par Kienbock et un traitement qui a été décrit sur des bases aléatoires par Hulten. Question, Hubert Joannet, y a-t-il des formes bilatérales?
Réponse, oui, cela existe. Michel Merle indique que la pyramide décisionnaire thérapeutique est applicable à de nombreuses pathologies du même type et rappelle l'impact socio-économique énorme que représente l'orthèse. Moi-même, y a-t-il une origine professionnelle? Réponse, rien de tel. Pascal Richman, l'évolution de l'imagerie a-t-elle fait progresser la compréhension et le traitement? Absolument. L'imagerie est à la base de l'arbre décisionnel d'ailleurs. Jean-Louis Béraud, la drépanocytose est-elle un facteur favorisant? La réponse, non. Enfin, la dernière communication a été faite par Ali Shamseddine de Beyrouth. L'ostéosynthèse mini-invasive percutanée par plaque vissée verrouillée dans une série de 21 patients présentant une fracture de la diaphyse humérale. Une méthode d'ostéosynthèse mini-invasive percutanée par plaque vissée, MIPO, peut être proposée pour le traitement des fractures de la diaphyse humérale. L'application percutanée de la plaque sur la face antérieure de l'humérus utilise habituellement deux fenêtres antérieures, proximale et distale, sans contrôle direct préliminaire du nerf radial. Cependant, l'utilisation courante de cette méthode reste limitée à cause du risque de lésion iatrogène du nerf radial. Une nouvelle méthode MIPO est proposée. Cette technique consiste en l'application percutanée d'une plaque verrouillée vissée en pont sur la face latérale de l'humérus par deux fenêtres latérales, proximales et distales, après contrôle direct et protection du nerf radial. Une étude portant sur 21 cas de fracture de la moitié proximale de la diaphyse humérale a été présentée et montre un intérêt de cette méthode innovante pour éviter les conséquences graves d'une lésion du nerf radial. Le secrétaire général, Hubert Joannet, excusez-moi, j'ai oublié le A, a clos la séance en l'absence du président qui avait un rendez-vous important à l'extérieur. Donc la séance est close, après avoir félicité naturellement les orateurs pour la qualité de leur communication. Je vous remercie. Merci. J'ai l'occasion de féliciter notre secrétaire de séance pour la concision et l'intérêt de cette analyse d'une séance qui a été finalement une illustration de la francophonie chirurgicale, comme vous le voyez, avec des communications de grande qualité. Et la voie de la francophonie est ouverte. Il ne faut absolument rien abandonner sur ce plan. C'est fondamental. Voilà.